la question effectivement du patriarcat ou de la domination masculine, hein, parce que je pense qu'on peut comment dire, employer les deux termes un peu indifféremment. On a évidemment envie de savoir si ce qui se passe dans nos propres sociétés, c'est quelque chose d'unique ou de rare, ou si au contraire, c'est quelque chose qu'on voit, disons, à une assez large échelle dans les sociétés humaines, voir si c'est un phénomène universel. Et puis on a aussi envie de raisonner dans le temps, en se demandant si ça vient de loin et d'où ça vient. Enfin bon, il y a plein de questions qui se lèvent au travers de ça. Alors, on a un certain nombre d'outils pour raisonner. En gros, il y en a 3. Le premier, c'est évidemment, si on s'intéresse au passé, c'est de faire de l'archéologie. Alors l'archéologie, ça peut être très bien, il y a un certain nombre de choses qui sortent d'informations qu'on trouve, mais ça a 2 inconvénients ou 2 limites en tous les cas. C'est que d'une part, les rapports de genre ne s'inscrivent que très très incomplètement de manière matérielle. Il y a des tas de choses dans les rapports entre les êtres humains qui ne laissent pas forcément de traces matérielles. Et puis alors d'autre part, il y a des sociétés qui globalement laissent très très peu de traces matérielles. Et alors en particulier, quand on parle de notre propre préhistoire, si j'ose dire, en tous les cas de l'époque, on va dire, de Lascaux, le paléolithique supérieur en Europe, où là, il y a eu d'ailleurs dans les dernières années pas mal de bouquins, d'articles, etc., plus ou moins d'émissions grand public qui sont sortis pour nous raconter quels étaient les rapports de genre à cette époque-là. Comprenez bien que la matière sur laquelle on raisonne, c'est pas tout à fait rien, mais enfin à peine plus, quoi. Voilà. Donc évidemment, c'est un peu la porte ouverte à, je dirais, à tous les fantasmes, ou en tous les cas, parce qu'on raconte un certain nombre d'histoires. Donc l'archéologie, elle est évidemment utile, mais elle a ses limites. L'autre méthode sur laquelle je m'arrêterai plus longuement, c'est celle qu'on peut appeler de l'ethnologie ou de l'anthropologie sociale, qui consiste tout simplement à s'intéresser aux milliers de sociétés, de types, de techniques et de lieux géographiques divers qu'on a pu observer, disons, dans les derniers siècles, et sur lesquels on a des traces écrites. Et là, on a une documentation absolument colossale, en réalité, que plusieurs vies humaines ne suffisent pas à éplucher. Et puis je m'arrête sur un 3e indice qui est plus inattendu, que j'ai moi-même d'ailleurs découvert qu'assez récemment, c'est l'étude des mythes. Parce que alors il y a une idée fausse, mais qui a encore la peau relativement dure, c'est que les mythes nous raconteraient forcément des choses en partie vraies. Donc en particulier l'idée qu'il y ait eu jadis une domination des femmes, et que finalement l'histoire de l'humanité, c'était au départ une domination des femmes, et puis ensuite il y a eu un renversement de cette domination, et puis on est rentré donc dans le patriarcat. C'est une idée qui a à peu près 150 ans, sous la forme scientifique, mais il y a des tas de sociétés qui racontent des choses comme ça, qui racontent des mythes. Jadis, c'était les femmes, avec des fois des trucs assez marrants. Jadis, nous les hommes, on était complètement opprimés, c'est pas compliqué, on occupait la place que les femmes occupent aujourd'hui, donc on était à la maison, on donnait le sein aux enfants, tout ça, voilà, et puis les femmes, elles nous tapaient dessus, elles se réunissaient dans une maison spéciale, elles nous violaient collectivement quand on marchait pas droit, etc., etc., et puis heureusement, un jour, crac, on a fait la révolution, et puis maintenant, c'est l'inverse, et puis voilà. Alors, il y a des tas de gens qui ont cru qu'on pouvait, s'appuyer sur ces mythes pour en déduire que c'était bien la preuve que jadis, il y avait eu quelque chose comme ça qui était vrai. Évidemment, c'est un raisonnement qui ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, appliquer ça au jardin d'Éden et à la Genèse, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le fait qu'on descend tous d'un couple primordial qui avait la vie éternelle, qui n'avait pas besoin de travailler pour manger, etc., etc. Vous voyez qu'on arrive rapidement à l'idée que c'est pas comme ça qu'on va savoir ce qui s'est passé. En tous les cas, par contre, les mythes peuvent être étudiés, vous savez, comme pour les espèces animales, on peut reconstituer des arbres phylogénétiques. Et il y a des chercheurs, alors en particulier en France, Jean-Loïc Lequellec et Julien Duy, qui font ça, qui font des énormes bases de données sur les mythes, qui les découpent en petits morceaux, en petites unités narratives qui s'appellent des mythèmes. Et on peut comme ça reconstituer les liens de parenté, si vous voulez, entre les mythes. On retombe d'ailleurs en gros sur les grandes migrations
humaine, donc on se dit, bah, tiens, quelque part ça colle, hein, on a les mêmes histoires qui se transmettent et voilà, qui s'inventent, les arbres se superposent, et ça aussi c'est un moyen finalement d'estimer l'ancienneté des mythes qui racontent la domination féminine passée. Autrement dit, des mythes qui nous parlent de la domination masculine présente. Hein, et cette, comment dire, et cette méthode-là conclut que ça date pas d'aujourd'hui, hein, et que très probablement, dès la sortie d'Afrique, donc il y a 60-65 000 ans, on racontait de telles histoires, et donc que très probablement les sociétés qui racontaient de telles histoires étaient déjà des sociétés où la domination masculine était marquée. Alors moi, je vais en venir maintenant à ce que je connais sans doute le mieux, ou le moins mal en tous les cas, c'est-à-dire ce qu'on a observé en ethnologie. Alors évidemment, on a vu des sociétés extrêmement diverses, hein, diverses par leur mode de vie. Nous, on est une société industrielle, urbaine, capitaliste, appelons ça comme on veut. En ethnologie, on étudie aussi des sociétés sans État, des sociétés de petits cultivateurs, parfois très égalitaires sur le plan matériel, beau lapsus, très égalitaire sur le plan matériel, où l'idée que quelqu'un possède davantage que son voisin est une idée absolument invraisemblable et hors de question. On connaît aussi quand même un certain nombre de sociétés de chasse-cueillette. Hein, on en a quand même observé plusieurs centaines, mine de rien, hein, c'est pas rien. Alors, est-ce que la domination masculine est universelle? Je dirais bien, ça se discute. Est-ce que la domination féminine existe quelque part? Ça se discute pas. Hein, la réponse est non. On n'a jamais vu aucune société dans le monde, dans les milliers de sociétés qu'on a vues, où les femmes auraient réellement, où il y aurait eu un matriarcat au sens strict, hein, c'est-à-dire une domination des femmes, y compris sur les hommes. Alors par contre, il y a quand même un certain nombre de sociétés, vous parlez du point d'interrogation tout à l'heure, où le point d'interrogation est permis. C'est-à-dire où les rapports entre les sexes montrent une espèce de sphère d'équilibre, où il est assez difficile de savoir s'il y a une domination masculine extrêmement ténue, s'il n'y en a pas du tout, vous voyez, à la limite, je dirais bien que ça n'a pas une très grande importance, mais on a quand même un certain nombre de configurations comme ça. Alors, je ne sais pas, moi, parmi les plus célèbres, historiquement, il y avait les Indiens Iroquois, hein, qui avaient été étudiés dès le XVIIe siècle, parce qu'il y avait des missionnaires français. Il y a un jésuite français au XVIIIe siècle qui disait « c'est l'empire des femmes ». Mais effectivement, chez les Iroquois, les femmes avaient toute une série de prérogatives juridiques et économiques qui faisaient que, en tous les cas, si domination masculine il y avait, elle avait quand même pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaissait en Occident à l'époque. D'autres exemples, il y a une société au Tibet qui est dans les frontières de l'actuelle Chine, qui est de temps en temps prise comme exemple de société pseudo-matriarcale, s'appelle les Na. Enfin, c'est une société où il n'y avait pas de mariage traditionnellement. C'est des gens bizarres qui ne se marient pas. Voilà. En tous les cas, ce qui est marquant, c'est que dans toutes les sociétés humaines observées, toutes les sociétés humaines sont genrées. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés humaines qu'on a vues, il y a des prescriptions sociales, soit, disons, des incitations informelles, soit carrément des coutumes contraignantes et susceptibles de rétorsion, qui disent qu'il y a un certain nombre de lieux, d'activités, d'actes, de tout ce que vous voulez, qui sont réservés aux hommes, et un certain nombre d'autres qui sont réservés aux femmes. Alors là-dessus, on a des grandes variations. Il y a des sociétés plus souples et des sociétés plus rigides. Il y en a où il y a quand même évidemment un certain nombre d'activités mixtes, on va dire, mais c'est extrêmement frappant. Encore une fois, qu'on parle de chasseurs-cueilleurs, de gens qui vivent en Océanie, en Amérique, enfin, partout où vous voulez, on ne rencontre jamais aucune société humaine qui n'ait pas été genrée. De ce point de vue-là, notre propre actualité, où on réclame, à mon avis, à juste titre, même si c'est hors sujet académique, enfin voilà, où on réclame ce qu'on appelle, nous, l'égalité des sexes, mais qui est en réalité, à mon avis, un mauvais nom. On ferait mieux de dire la disparition des genres, puisque ce que le mouvement féministe demande, c'est que femmes et hommes puissent vivre la même vie, indépendamment du fait qu'ils aient des organes reproducteurs d'un sexe ou d'un autre, etc. Et bien cet idéal-là,
c'est vraiment quelque chose de tout à fait récent, de tout à fait moderne, de tout à fait spécifique à nos sociétés, et on ne l'a jamais rencontré dans aucune société du passé. Évidemment, la question se pose de se demander comment se fait-il ? Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, je vais me concentrer sur pourquoi donc les sociétés sont genrées, pourquoi la domination masculine, etc. Alors là, clairement, les faits, c'est une chose, le constat des faits, c'est une chose, leur explication, vous vous doutez bien qu'il y a des tas d'explications qui ont été proposées, il n'y a pas de consensus, il y a des discussions et des polémiques qui durent parfois depuis des dizaines d'années. Il me semble que un des aspects un peu cruciaux de cette affaire-là, c'est ce qu'on peut appeler la division sexuelle des tâches, ou la division sexuelle du travail, ou la division sexuée du travail, enfin il y a plein de noms, mais enfin que cette idée que, encore une fois, la vie sociale répartit de manière plus ou moins stricte les choses entre hommes et femmes, elle touche en particulier un certain nombre d'activités productives. Et ce qu'on constate donc de manière universelle ou quasi universelle dans les sociétés, en particulier techniquement les plus frustes, ou en tous les cas les premières, enfin les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est la monopolisation par les hommes des armes, de la chasse aux gros animaux, de la guerre, de la politique extérieure. Enfin, vous voyez, c'est, je dirais presque du complexe militaro-industriel, même si, évidemment, chez des chasseurs-cueilleurs, c'est un petit peu anachronique, mais c'est fait exprès, et qui donne aux hommes, si ce n'est le pouvoir, en tous les cas, une sphère de pouvoir assez inexpugnable, et qui fait qu'ensuite, vous avez, avec ça, vous avez des configurations différentes. Il y a des sociétés où, à côté de ça, les femmes ont leur propre sphère de pouvoir. En particulier, c'est souvent l'économie. Et où là, du coup, il va y avoir des formes plus ou moins de contre-pouvoir, d'équilibre qui vont se créer. Alors typiquement, c'est la configuration à l'iroquoise. Les hommes, ils sont élus chefs, les femmes ne sont pas éligibles. Les hommes sont élus chefs, ils votent la guerre, ils ont des conseils d'hommes, etc. Ils font la chasse, ils font la guerre, tout ça. Mais c'est les femmes qui possèdent les maisons, les champs de maïs, les réserves, etc. Donc éventuellement, si les femmes ne sont pas d'accord avec la décision des hommes, ils leur disent partez en guerre si vous voulez, mais vous n'aurez rien à bouffer. Voilà. Donc voilà. Et pareil, une femme qui n'est pas contente de son mari, vu que la maison est à elle, etc., elle peut mettre les affaires du mari sur le pas de la porte et foutre son mari à la porte comme ça. Bon. Donc voilà, ça c'est des situations où il y a des espèces de contre-pouvoirs qui se mettent en place. Mais le plus souvent, on a soit la faiblesse des contre-pouvoirs féminins, soit carrément la monopolisation de tous les pouvoirs dans les mains masculines. Et il y a un exemple tout à fait emblématique en ethnologie. C'est un peuple de Nouvelle-Guinée qui a été étudié dans les années 60, en particulier par un anthropologue français qui s'appelle Maurice Godelier. Ce peuple s'appelle les Barouillas. Il a écrit là-dessus un livre que tout un chacun peut lire. Il n'y a pas besoin d'être un ethnologue spécialisé pour lire ça. Et c'est absolument frappant à quel point, dans une société, par ailleurs, encore une fois, extrêmement égalitaire, dénuée de toute différence de richesse, il y a une domination méthodique, systématique. Et si vous voulez, c'est l'Arabie saoudite au néolithique, quoi. C'est, comment dire, les hommes organisent la domination sur les femmes et de toutes les façons possibles, à la fois sur le plan de la force pure, disons, mais aussi sur le plan religieux, sur le plan militaire. Un des trucs qui revient le plus souvent dans ce type de société, ça va être des religions à initiation, et où l'initiation est réservée aux seuls hommes. Donc c'est des religions où les secrets de la religion ne vous sont dévoilés que si vous êtes un homme, et un homme, disons, ayant franchi un certain nombre d'étapes qui ont prouvé que vous, non seulement vous aviez l'âge requis, mais qu'en plus vous étiez obéissant aux anciens, vous savez, enfin voilà, etc. Et on va enfin pouvoir vous dire les secrets qui ne doivent évidemment être révélés aux femmes et aux enfants sous aucun prétexte et sous peine de mort. Et le secret, en gros, c'est que le Père Noël n'existe pas. Enfin, vous voyez, c'est que, en gros, les trucs, les esprits, certains, dans tous les cas des esprits, les bruits qu'on fait en faisant tourner des rhombes comme ça pour effrayer les femmes et les enfants, tout ça c'est du bidon, ça n'existe pas, c'est un truc qu'on fait justement pour les faire tenir tranquilles. Et il y a même une société de chasseurs-cueilleurs de la Terre de Feu qui dit, avant,
C'était les femmes qui avaient une religion à initiation et qui nous foutaient la trouille comme ça et qui nous faisaient obéir et marcher, etc. Et un jour, on a buté toutes les femmes, on a gardé que les petites filles, et puis on s'est demandé ce qu'on allait faire, et on a dit, bon, on va reprendre leur religion, puis on va leur faire le coup à l'envers, etc. Et encore une fois, c'est des braves chasseurs-cueilleurs qui vous disent ça. Hein, je dis ça parce que l'idée que la domination masculine serait nécessairement apparue sur le tard, hein, avec l'agriculture, voire encore plus tard, c'est une idée qu'on rencontre encore et qui, à mon avis, est assez largement démentie par les faits. Alors, en tous les cas, voilà, pour terminer, je vais réinsister sur cette originalité profonde de nos sociétés, qui donc sont les premières dans l'histoire humaine, à ma connaissance. Mais enfin bon, jusqu'à là, personne... Enfin, je n'ai jamais rencontré de cas qui démentissaient ça, sont donc les premières à se penser, à imaginer que la vie sociale devrait être organisée indépendamment du sexe, et que donc femmes et hommes devraient jouir non seulement des mêmes droits juridiques, mais des mêmes possibilités réelles, hein, on va dire, parce qu'on sait tous que la domination masculine ne passe pas que par les biais juridiques. Alors ça a donné des choses étonnantes, hein, donc on est dans un pays, par exemple, où il n'y a plus normalement aucun dispositif législatif discriminatoire envers les femmes. Pour la petite histoire, le dernier métier qui était interdit aux femmes et qui a été et où la loi a sauté, je crois que c'est en 2014, c'est pas si vieux que ça. Alors c'était pas un métier extrêmement répandu, c'était le métier de sous-marinier, hein, mais voilà, donc maintenant les femmes peuvent aussi être sous-marinières. Soit dit en passant, l'exclusion des femmes de tout ce qui est marine, bateau, etc., est là aussi un vieux truc symbolique de la domination masculine, une vieille constante anthropologique. Hein, voilà. En tous les cas, on vit dans des sociétés qui pensent ou qui aspirent à cet idéal. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Le matérialisme qui ne sommeille en moi que d'un œil dirait bien que c'est lié à un certain nombre de transformations économiques et en particulier à la marchandisation de l'économie, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est une explication que je propose. Mais en tous les cas, ben voilà, l'idée que les sexes ne devraient pas occuper deux places différentes, ce qui est évidemment la condition nécessaire, même si non suffisante, à ce qu'il y en ait un qui domine l'autre. L'idée que les deux sexes ne devraient plus occuper deux places différentes est une idée nouvelle et qu'on n'a jamais vue nulle part dans l'histoire de l'humanité. Alors j'ai bien conscience de ne pas avoir répondu en particulier à la question de l'origine de la domination masculine. Alors je vais juste finir là-dessus. La réponse est on n'en sait strictement rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est probablement très ancienne, très probablement très ancienne. Les mythes le disent, l'universalité de la configuration dans les sociétés observées, en particulier de chasseurs-cueilleurs, font qu'on se dit bah, c'est probablement le moule dans lequel les sociétés humaines se sont inscrites depuis longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui date donc d'il y a quelques dizaines de milliers d'années et qui serait mis en place sur le tard au Paléolithique supérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui prend ses racines très loin dans notre branche de primates et finalement on aurait humanisé, socialisé, rendu culturel une domination dont on a hérité par la biologie? On n'a pas la moindre réponse à ça. Hein, on peut émettre des hypothèses et puis après dire bah tiens, je trouve que celle-là elle a l'air plus probable que celle-là, mais en réalité on n'a pas les moyens de répondre. Simplement, c'est pas parce que c'est ancien que c'est éternel, et c'est pas parce que ça serait récent que ça serait facile à supprimer. Hein, ça, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre. Il y a plein de gens qui tiennent absolument à ce qu'il y ait eu des matriarcats jusqu'à il n'y a pas longtemps, avec en sous-entendu, si la domination masculine n'est pas arrivée est arrivée il y a seulement quelques millénaires, ça prouverait bien qu'on peut s'en débarrasser facilement. Non, ça prouverait rien du tout. Hein, et encore une fois, c'est pas parce qu'elle est extrêmement ancienne, et probablement encore plus que ça, que notre culture et notre vie sociale ne peut pas s'en débarrasser et qu'on ne peut pas imaginer un avenir qui soit différent du passé. Voilà.